Éric Marcel, psychiatre d'adultes, hein, et qui travaille donc sur Charcot et a pris la responsabilité de cette unité dite ATED, qui comporte plusieurs structures. Effectivement, c'est ça que tu veux que je dise ou tu veux faire la présentation toi-même? Voilà. Et l'idée était, au fond, un double objectif en invitant Eric. Effectivement, de voir ce qui existe, parce que c'est pas fréquent, comme filière pour les adultes avec troubles envahissants du développement. Et là aussi, il y a des questions autour de la place du sanitaire dans ces missions. Donc, si tu peux rapidement nous reprendre effectivement l'existant, le fonctionnement actuel, et puis ce projet de soins somatiques qui me semble particulièrement pertinent. Voilà. Donc effectivement, la TED adulte troubles envahissants du développement est une structure ancienne qui avait été développée notamment par le docteur Milsan à Charcot et qui a pour vocation d'accueillir des adultes présentant des troubles envahissants du développement. Alors c'est très large, hein. Il y a bien sûr des autistes, mais il n'y a pas que des autistes, il y a aussi puisque là, par exemple, j'ai une jeune femme de 20 ans qui a un syndrome de Sanfilippo. Donc, c'est pas tout à fait de l'autisme. On est plus dans la pathologie neurologique et notamment là dans les pathologies génétiques très complexes, mais qui ont des troubles du comportement. On est plutôt spécialisé dans les troubles du comportement et leur accueil et leur prise en charge, puisque c'est l'Usidatu qui nous l'a envoyé. Alors, comme évoquait Stéphanie, en fait, la TED comporte actuellement une sous-unité. Il y a une unité temps plein d'hospitalisation de 14 lits, mais c'est beaucoup. Donc, actuellement, j'ai 13 patients. Il y a un hôpital de jour de 3 places qui tourne principalement des prises en charge partielles, ce qui nous permet d'avoir quand même une file active assez importante. Un centre de consultation, on appelle CMP, mais enfin il est bien sûr, il n'est pas sectorisé, hein, je ne suis pas sectorisé du tout. Et on a une unité de séjour thérapeutique qui permet d'évaluer les patients dans des conditions différentes. Et le dernier séjour thérapeutique s'est fini il y a une dizaine de jours avec 3 patients de l'hôpital de jour qu'on a amenés en Ardèche. C'est joli l'Ardèche. Et effectivement, on a pu voir des éléments très intéressants pour une réorientation future de ces patients dans des structures médico-sociales. La TED n'est théoriquement pas un lieu de vie, même si certains patients y sont depuis longtemps. Mais on essaye de diminuer le temps de passage à la TED et de réorienter les patients dans des lieux de vie. Ce sont des patients, la plupart du temps, non-verbaux. Donc, on n'est pas dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, des prises en charge réinsertion particulière dans la ville, hein, ça devient compliqué. J'ai de plus en plus de sujets jeunes, hein, qui sont même maintenant des mineurs, avec des orientations, notamment sur le CMP et l'hôpital de jour, des IME. Les IME sont de plus en plus un pourvoyeur d'orientation chez des sujets qui arrivent à l'adolescence, et l'adolescence faisant décompenser de manière non négligeable un certain nombre de problématiques. Avec des sujets, on les nourrit bien, ils deviennent grands et costauds maintenant. Hein, ce qui pose d'énormes problèmes lorsque dans les IME, il y a des petits gamins de 6-7 ans, et puis il y en a un de 16 ans qui fait 1m80, 90 kg et qui démolit tout ce qui bouge. J'en ai vu un comme ça. La mère me dit non, il est gentil, docteur, il n'y a pas de problème, sauf qu'elle a acheté un taser parce qu'on a récupéré la mère un jour complètement couverte de bleu en été. Et quand on voit le gamin, effectivement, on peut comprendre qu'elle a un peu peur. Mais il est gentil, hein, il n'y a pas de problème. Donc, il y a très peu de structures en Ile-de-France. Il y a quand même quelques structures. Il y a l'Usidatu, la Salpêtrière, là, qui s'est ouvert ça fait 2 ans maintenant, ou 2 ans et demi à peu près, hein, la louche, qui donc accueille, c'est un peu, je résume, une sorte d'UMD pour ces patients TED qui posent des problèmes majeurs. Donc, c'était pour l'instant des adultes. Ils vont ouvrir l'unité enfant. Il y avait 8 places, maintenant c'est 12 places. Et l'unité enfant, je ne sais pas si elle est ouverte ou incessamment sous peu. Il y a les enfants, mais... Oui, c'est pas les petits, c'est plus les ados. Hein. Bon, déjà, ils les prenaient jeunes, hein, puisqu'ils avaient des patients de 15 ans, puisqu'on les récupérés de chez eux. Donc eux, ils ont à la fois une valence, je dirais, psychiatrique, de prise en charge de comportement, et un intérêt également, c'est qu'ils disposent de l'intégralité du plateau technique de la Salpêtrière, et notamment, bien entendu, l'extrême expertise de la neurologie de la Salpêtrière, et notamment de l'épilepsie. Parce que à peu près les 2/3, les 3/4 des patients de la tête, par exemple, présentent une épilepsie. On verra tout à l'heure, ça peut être à certains moments
des éléments majeurs dans la prise en charge que d'éliminer une épilepsie. Alors Cécile, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes, hein, n'hésite pas. Parce que dans la TED, on est très attentif à l'aspect somatique des patients. Donc on a le docteur Crozier, qui est un des médecins somaticiens de Charcot. Et par exemple, tous les mardis matins, on a un staff somatique sur ATED où on essaye d'évaluer l'aspect somatique, enfin pas que du somatique, mais notamment l'aspect somatique de nos patients hospitalisés, pour essayer de les prendre en charge au niveau somatique le mieux possible, ce qui n'est pas toujours si facile. Et donc ça donne le plaisir au docteur Crozier d'intervenir des fois dans des situations un peu abracadabrantes. Alors donc, il y a l'Usidatu, on utilise également le CEA, il y a Niort qui a développé une structure très intéressante, le CEA de Niort, qui en fait était une masse, et puis c'était un peu au départ comme la TED, où il y avait une chefferie tournante, parce que personne ne voulait s'occuper de ses patients, et puis finalement il y a un chef de service qui a dit « je m'en occupe et je vais faire quelque chose de bien », et il a vraiment fait quelque chose de bien. Donc il y a, je ne sais pas si vous connaissez le CA de Niort, hein, ils évaluent, alors ils ont toujours une partie masse avec des patients qui sont un peu au long cours, c'est logique, mais ils ont 2 lits à peu près sur lesquels ils tournent, sur lesquels ils font des évaluations à la fois psychiatriques, mais surtout somatiques, puisqu'ils sont installés dans un hôpital général à Niort et ils disposent donc d'un plateau technique très intéressant. Et on va sur la somatique, je vais développer un petit peu sur la suite. Bon, bien sûr, hein, on n'est pas la seule unité qui accueille des patients. Il y a à Cadillac une UMD. Dans l'UMD de Cadillac, ils ont spécifié 10 lits, notamment pour des patients présentant des troubles, enfin des déficiences mentales avec des troubles graves du comportement. On peut inclure les TED, ce ne sont pas spécifiquement TED, mais ce sont des patients adultes qui sont tellement... qui ont des troubles du comportement tellement majeurs, tellement violents que, il faut faire quelque chose. Et donc, l'unité de Cadillac, l'UMD, a spécifié quelque chose qui est très intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a que 10 places. Et avant d'avoir une place, c'est très, très compliqué, mais c'est un élément intéressant à réfléchir. Parce que, bien entendu, même lorsque les violences sont extrêmes, l'implication dans une UMD classique, comme par exemple Henri Collin, c'est impossible, dans la réalité. Hein, je connais très bien Henri Collin pour d'autres raisons. Ça consisterait à tuer le patient, en gros, de le mettre à Henri Collin. Par les autres patients. Bien, alors, tout ça pour dire que on a du travail. Et à force d'avoir des consultations, notamment des demandes des IME, des masses, des foyers, etc., on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'évaluation et de soins somatiques non négligeables pour nos patients, dont l'abord est quand même pas toujours si facile. Et on a réfléchi donc à un projet d'une unité d'évaluation et de bilan somatique à destination des patients présentant un trouble d'envahissement du développement ou assimilés, ce qui nous permet d'élargir nettement le tableau. Un petit état des lieux déjà. Je pense que je vais dire vous le connaissez tous, hein, mais c'est pas grave. La prise en charge somatique des patients présentant des troubles psychiatriques. Alors, moi, je suis un psychiatre d'adulte, j'en ai parlé de psychiatrie. Hein. C'est quand même notoirement insuffisante, la prise en charge. Hein. Les patients sont quand même des patients fragiles au niveau somatique et finalement une comorbidité bien supérieure à la population générale. Et dans le World Psychiatry, là, il y a eu le dernier qui est sorti, il y a une étude très intéressante qui a montré que le ratio de mortalité des patients présentant une pathologie psychiatrique, quelle qu'elle soit, est supérieur même aux gros fumeurs. Donc, tu vois, tu peux y aller, tu peux fumer. Voilà, donc on a vraiment des problèmes majeurs. Alors, il n'y a pas que les TED, hein, c'est toute pathologie psychiatrique confondue, bien entendu. Ça, on le sait, c'est référencé, il y a des études, il y a tout ça. Le dernier rapport présenté à l'Assemblée nationale en décembre 2013 le mentionne. Hein, il y a une partie dans ce rapport des soins somatiques. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même important. Il y a des expérimentations, des structures qui sont mises en place. Hein. Il y a le docteur Saravan, l'hôpital de Ville-Évrard, qui a quand même développé depuis très longtemps l'abord somatique pour les patients psychiatriques. Comme il s'est aussi orienté là sur l'hôpital psychiatrique d'Étampes sur une unité de soins somatiques à viser des patients TED, sauf qu'elle est déjà saturée. Actuellement, j'utilise cette unité. Donc, les patients CMP, par exemple, on les envoie souvent chez Saravan, mais le temps étant ce qu'il est, on a maintenant des délais de plusieurs mois faciles pour avoir un bilan.
L'usidatu, certes, mais c'est pour des patients très particuliers, hospitalisés, etc. Et c'est très très pointu. Donc moi, par exemple, sur la tête, j'attends une place à l'usidatu pour un de mes patients qui présente une épilepsie très particulière et que j'aimerais qu'il me le prenne pour essayer de comprendre quelque chose. Il y a donc le CEA de Niort qui travaille très bien, mais évidemment, il est un peu plein. Il y a également des centres dentaires qui se sont spécialisés dans l'abord des patients TED, notamment par exemple le service de dentaire de l'hôpital Charlefoix à Ivry. Alors Charlefoix est un hôpital gériatrique, mais ils ont développé une unité de pédodontie avec BOPA, etc., à viser des patients TED et autistes. Alors pourquoi nos patients, en plus, il faut avoir des unités, à mon sens, plus spécialisées encore que des unités de soins somatiques à viser des patients psychiatriques? Parce que les patients TED, il y a des problèmes d'approche. Premièrement, ils ont souvent une difficulté majeure, voire une impossibilité à exprimer une douleur ou une gêne. Alors c'est vrai que je pense au mien, parce qu'ils ont une absence de langage, ou également un schéma corporel totalement perturbé, ce qui ne facilite pas du tout l'approche d'évoquer une douleur, une gêne somatique quelconque. Les troubles du comportement, il ne faut quand même pas les négliger, notamment une hétéroagressivité. On en a fait de temps en temps des bilans. Là, j'ai eu une fois comme ça, le médecin, l'infirmier mordu, ça fait mal quand même pour faire une prise de sang. C'était un peu difficile. Qui ne permettent pas, pour un nombre non négligeable de patients, une approche aisée. Alors des examens somatiques ou des bilans paracliniques, la biologie, le CG, le EG qui est très important, le scanner, l'IRM. C'est encore plus compliqué. Un patient qui fait faire une IRM, ça s'est fait à Mignot, sous anesthésie générale. C'est pas simple à organiser. D'autant plus qu'une IRM, c'est problématique. Il faut pas qu'ils aient de machin métallique. Ça devient compliqué. Donc il y a une méconnaissance fréquente souvent des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, des pathologies de type TED et des modalités d'approche. Ils sont un peu particuliers, on ne peut pas faire comme avec n'importe qui. Il faut être habitué à ces patients, ne pas en avoir peur déjà, pouvoir les approcher tranquillement. En général, on n'a pas trop de soucis. Alors en plus, on avait, je pense que les choses évoluent maintenant, mais une vision fausse de la perception de la douleur par ces patients. On pense qu'ils ont pas mal, parce qu'ils disent rien. Ce qui est faux. Et en fait, on va sous-utiliser les antalgiques, les moyens analgésiques, ou de sédation consciente. On n'utilise pas les patchs d'EMLA, le méopa, on l'utilise peu, on leur donne peu d'antalgiques, etc. Et notamment, par exemple, la morphine, dans les grandes douleurs, c'est extrêmement difficile de l'utiliser chez ces patients. Non pas qu'ils ne le veulent pas, mais c'est parce qu'il y a une réticence absolue à utiliser des antalgiques de degré maximal chez des patients qui sont capables de se mordre. On a eu un comme ça sur la TED, le syndrome de Cornelia de Lange, associé avec un syndrome de Deller dans l'eau, c'est les deux en même temps, lui, et qui se mangeait, il était et finalement, avec Cécile, on a mis au point, enfin surtout Cécile d'ailleurs, un protocole morphine qui a permis quand même de calmer une partie des troubles du comportement et justement d'éliminer cette douleur qui était une espèce de cercle vicieux pervers où la douleur engendrait la douleur, etc., et les troubles du comportement. Bien sûr, dès qu'il est sorti, le protocole a été arrêté. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important, de bien être conscient de la mauvaise... on pense qu'ils ne souffrent pas alors qu'ils ont des souffrances majeures et que ces souffrances vont donner des troubles du comportement, donc il faut pouvoir les évaluer. Et puis, alors j'ai mis un accueil souvent, pour le moins mitigé, ça j'ai été gentil, des structures d'évaluation de soins somatiques. Alors les urgences des hôpitaux, on n'est pas toujours bien accueillis, des cabinets de consultation spécialisés, neurologie ou les cabinets dentaires. C'est pas toujours facile. Je peux comprendre les collègues, c'est pas facile non plus de voir un patient TED arriver, présentant des grandes difficultés. Bon, on essaye de travailler avec eux. Il y a des services qui travaillent tout à fait bien avec nous. Je pense que, par exemple, puisque je parlais de Versailles, le service d'urologie de Versailles, on travaille remarquablement avec lui. Il faut dire qu'on leur envoie des patients un peu compliqués, mais finalement, on travaille très très bien. Et c'est souvent au prix, d'ailleurs, quand ils sont hospitalisés, de laisser un soignant de la TED sur place, ce qui permet de faciliter. Mais pour nous, c'est compliqué aussi, parce que ça enlève un soignant de la TED, il faut des remplacements, etc. C'est pas si simple. Donc finalement, la conclusion, c'est je pense qu'il y a une sous-estimation probablement majeure des pathologies somatiques chez les patients présentant des TED, troubles récents du développement. Alors je vous dis au sens large, une difficulté finalement à réaliser des bilans somatiques réguliers. Et finalement, ils ont quand même des traitements, les patients TED adultes, non négligeables, notamment des traitements neuroleptiques, des thymorégulateurs, des traitements pour l'épilepsie, etc., etc.
Et normalement, on doit surveiller ces bilans, théoriquement. Il y a des recommandations, hein, et on doit surveiller les problèmes au niveau cardiologique, au niveau rénal, etc., etc. Donc il faut pouvoir aborder des bilans réguliers, cliniques et paracliniques. Et finalement, on voit que des fois, d'importants troubles du comportement avec auto- ou hétéro-agressivité peuvent être simplement résolus par la prise en charge d'une pathologie somatique banale, hein, une otite ou une constipation. Hein, on a ce genre de cas. Et au-delà des pathologies banales, on a eu un patient qui a été hospitalisé à la TED, adressé par une masse, exclu d'une masse, avec accord de la MDPH. Je l'ai eu un peu en travers de la gorge, celui-là. Donc exclu, donc sans domicile de recours, sans rien, donc arrivé à l'hôpital, pour intentionnalité criminelle. Ça a été le motif de l'exclusion. C'est un gentil TED totalement non-verbal, avec un QI assez bas. En fait, il est arrivé en état de mal partiel complexe, donc un tableau épileptique majeur. Et une fois qu'on a traité son épilepsie, il allait nettement mieux. Bon, on a eu des soucis, des complications après avec un SIADH ou Tegretol, ce qui nous a obligé à changer le traitement. Et finalement, avec un autre traitement et l'épilepsie calmée, il était très gentil, très agréable. Et on a pu lui retrouver une structure où il est bien. Donc, il est absolument évident qu'il faut être totalement attentif aux problématiques somatiques de ces patients et pouvoir réaliser des examens cliniques et paracliniques pour éliminer une pathologie somatique. Parce que souvent, quelquefois, le Doliprane est beaucoup plus efficace que neuroleptique et du Normacol, du Forlax, encore plus efficace que tout ce qu'on veut. J'ai eu, par provocation, j'avais envie de faire un article du lavement dans le traitement de l'autisme. Mais bon, j'ai pas osé. Pourquoi pas? Non, mais voilà, c'est une boutade, mais on s'est aperçu que quand même, on a des patients qui, traiter une constipation, va améliorer de façon non négligeable les troubles du comportement. Donc, à notre sens, à la TED, vu notre CMP augmente quand même en activité, en demande, et à force de voir tout ça, on se dit qu'il existe les tempes, qui est sursaturé, l'usidatu, qui est quand même ultra spécifique et qui ne peut pas servir de recours normal en centre d'évaluation classique. Il faut un centre d'évaluation somatique clinique et paraclinique à destination présentant un TED et pas en hospitalisation, en ambulatoire pour tous les patients, d'où qu'ils soient. Donc, je vous représente un petit peu la TED, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc nous, on a le Méopa, hein, grâce à Cécile. Quelques bilans sont faits, mais on n'a pas pour l'instant un équipement suffisant, tant en matériel et surtout en personnel, pour pouvoir faire... C'est quoi le Méopa ? Le Méopa, c'est un mélange équimolaire de protoxyde d'azote et d'oxygène. C'est le gaz hilarant avec de l'oxygène, ce qui permet d'avoir une sorte de sédation consciente. Et en fait, il y a une espèce de trouble mnésique, plus ou moins. C'est pas un analgésique majeur. Alors c'est vrai que la TED et l'UMI-West, on travaille ensemble, donc il y a un psychologue et interne DES biappartenant. Ça nous semblait être un lieu possible, de par son hôpital de jour, son temps plein ou son CMP, pour pouvoir développer, avec des moyens complémentaires, bien entendu, une unité de bilan somatique et paraclinique. Alors l'idée, c'est que ça s'adressera à tous les patients TED, nécessitent un bilan somatique, il n'y a pas d'exclusif. Alors j'avais discuté avec notamment des IME, j'avais discuté avec Ferraggi, etc. On s'aperçoit qu'il faut probablement démarrer la barre assez bas au niveau de l'âge, et que si on peut, le 15 ans, 3 mois, c'est peut-être un peu bas, et probablement un peu plus tôt pour certains patients qui sont déjà à 12 ans, qui peuvent être assez compliqués à approcher. Mais ça, en gros, c'est pour les adultes, mais nous, on n'est pas sectaire, on peut prendre un peu plus petit pour les bilans. L'origine, a priori, les patients viendraient de n'importe quelle origine. Toutes les structures médico-sociales qui sont actuellement très demandeuses, ce sont le CMP de la TED, c'est effectivement eux qui nous sollicitent, que ce soit les foyers d'accueil médicalisés, les MAS, les FVO ou les IME. Actuellement, je pense que la majorité des demandes viennent des IME chez nous pour les consultations. Les UMI, l'unité mobile interdépartementale, il y en a 3. Il y a une sur Charcot qui couvre au 78, 95, 91. Une sur l'Est avec 77 et 94, je crois. Et puis celle de Paris qui fait 92, 75 et 93, si mes souvenirs sont bons. 93, je ne suis pas sûr.
Et il y a des associations qui, par exemple, Aura 77 était une association qui s'occupe de l'autisme sur 77, qui nous adresse pas mal de patients. Les services de psychiatrie également, quand ils ont un patient TED, nous les adressent. Et bon, ils viennent de l'Île-de-France et on travaille en collaboration avec Saravan. On n'est pas du tout dans une opposition, bien au contraire, puisque j'ai travaillé avec Saravan notamment sur le projet. Alors, en pratique, il faut considérer plusieurs choses. C'est que les patients présentant ces pathologies nécessitent souvent une habituation, une appropriation des lieux afin d'éviter un moment d'angoisse massif. L'inconnu est toujours complexe pour eux, la découverte de l'inconnu est angoissante et dans ce cas-là, on ne peut plus les aborder parce qu'ils sont tellement angoissés par leur arrivée que c'est plus possible. Donc parce qu'on va quand même on va les toucher, on va faire des piqûres, on va faire des tas de choses. C'est pas si simple que ça. Donc finalement, réfléchissant un peu, le bilan, à peu près 2 ou 3 temps. Un premier rendez-vous au CMP pour définir les difficultés psychiques, les antécédents somatiques et un peu réfléchir à ce dont on aurait besoin comme bilan, en dehors du bilan standard, mais est-ce qu'il faut des bilans complémentaires à réaliser. Un deuxième rendez-vous à l'hôpital de jour et dans la salle de soins pour voir si présenter le patient visite. Il voit ce qui se passe. S'il est bien, on peut réaliser d'emblée, soit s'il est angoissé, on ne fait que visiter. Et dans un troisième temps, il revient et pour faire le bilan. Vous voyez, c'est quand même assez lourd. Ça se fait pas comme ça. C'est pas une consultation simple. Il faut du temps. Bon, en dehors, il y aurait un bilan qui est réalisé et une fois qu'on a ce bilan, on voit s'il faut faire des explorations complémentaires. Dans ce cas, dans des unités plus spécialisées, sous-âgées, on voit après. Alors en pratique, l'idée c'est de faire des bilans cliniques et paracliniques standardisés. Alors le CEA de Niort avait produit un bilan somatique qui était standardisé avec tout ce qu'il fallait cocher et qui permettait de rien oublier, qui était très très bien. Il est à disposition. Je trouve que leur dossier d'évaluation est vraiment très bien. Donc, quand les copains font les choses bien, on n'a pas raison de réinventer le monde. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Puis on adresse les bilans à qui avait demandé. Alors, l'idée, c'est de faire de demi-journée. Je pense qu'on ne pourrait pas faire, et c'est à peu près ce qui se passe chez Saravan également, pas plus de 2 patients par demi-journée en hôpital de jour, ce qui fait 10 patients par semaine. C'est à peu près le rythme qu'a Saravan à Étampes. C'est très lourd, ça prend du temps. C'est très compliqué. Donc, on ne peut pas faire du haut rythme. Donc, actuellement, je vous ai déjà un tout petit peu évoqué. La TED, on a un hôpital de jour, une unité de consultation, des lits d'hospitalisation s'il faut temps plein, on peut le faire. On a des travaux prévus, parce qu'on a une salle de soins assez ridicule, mais là, on a fait des demandes de travaux qui sont en cours sur des choses très bien équipées. Charcot, quand même, a finalement un plateau technique non négligeable, avec un électroencéphalogramme qui marche bien, d'autant plus que la manipulatrice G est une ancienne infirmière qui est passée à la TED, et donc qui a l'habitude des patients présentant des TED, et ce qui fait qu'elle est capable de vraiment, dans peu de temps, d'arriver à sortir un EEG chez les patients. On se demande comment elle fait, c'est assez impressionnant. Elle a tout à fait cette capacité d'abord qui est très importante. On a l'ECG. On a nos bilans biologiques qui peuvent être assez simples, voire très complexes avec Poissy, puisque c'est là, on a le MEOPA, et il devrait y avoir un scanner X à la GMS à terme, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, on est content. Et la radio est faite à la GMS, mais elle devrait être améliorée. Bon, je vous ai dit les travaux, ça c'est le projet, donc effectivement. Et il faut un petit peu de monde. C'est-à-dire que pour l'instant, on peut faire de temps en temps, mais on ne peut pas faire. Donc il nous faut du médecin généraliste, du personnel infirmier et aide-soignant, et puis il y aurait quand même des vacations spécialisées à pouvoir organiser, des vacations odontologiques pour les bilans dentaires. C'est quand même les douleurs dentaires sont un vrai problème chez les patients TED. Les podologues, on en a un qui vient régulièrement nous à la TED, qui vient sur Charcot, il rend des services non négligeables sur les problèmes de pieds, etc. Voilà. L'idée, c'est que tout ce personnel infirmier et aide-soignant soit du personnel d'ATED pour pouvoir comme ça avoir une bonne connaissance du patient et surtout de la pathologie. Le schéma, c'est ça. Ça faut le résumer ce que je viens de vous dire. Dans le bilan qui est organisé par le CEA, il y a entre autres les bilans génétiques. Non. Dans la mesure où il y avait une progression des connaissances dans le domaine.
Oui, d'accord. Il serait recommandé de faire, pour ceux pour lesquels il n'y a pas... Alors, l'idée, c'était, je ne sais pas d'être un centre diagnostic autiste, ni un centre diagnostic d'évaluation ou de définition de la pathologie. C'est vraiment un centre d'évaluation somatique. Si effectivement le génétique va nous apporter quelque chose sur le traitement, moi je veux bien. Mais là, c'est plus l'idée de le patient, en gros, est-ce qu'il a une otite, est-ce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il a une infection, est-ce qu'il a mal aux dents. C'est pas le même, c'est pas la même idée. Le bilan génétique, en fait, on le travaille avec Versailles et Poissy. Non, c'est-à-dire que c'est pas que dans le bilan génétique, il y a une consultation génétique où ils partent du phénotype pour savoir vers quoi ils ciblent leur puce. Et donc très souvent aussi, ils souhaitent rencontrer les parents de plus en plus, et ils font des puces génétiques en même temps chez les parents et chez les patients. Et eux-mêmes sont organisés pour accueillir les patients autistes, pour faire les bilans. Je sais qu'à Mignot, c'est au sein de l'hôpital de jour de pédiatrie. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de cette structure-là, voilà, de ce plateau. C'est pareil. Il faudrait réadresser les adultes, je pense, au centre de génétique. C'est eux qui vont pouvoir dire quelle puce. C'est pas juste 3 tubes et on fait ce qu'on veut. Eux, ils ont besoin d'une technicité. Donc je pense que c'est plus de prendre l'habitude de réadresser les patients régulièrement au centre de génétique qu'ils n'ont pas besoin de cette technicité-là. C'était pas du tout le but de ça. C'était vraiment un but, je dirais, de médecine générale. Hein. C'est vraiment la médecine générale de l'autisme, du TED. C'est même que cette médecine générale, alors. Vous évoquiez tout à l'heure chez les enfants le médecin, le pédiatre, le carnet de santé, mais il y a un moment donné où ils échappent à la médecine générale de ville. Et finalement, ils se retrouvent, on voit des patients qui, en consultation, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais vu un médecin, on ne sait pas où ils en sont, il n'y a rien, et finalement, ils sont en surpoids, il y a des tas de problèmes, ils ont des douleurs, ils ont des dents dans un état catastrophique. Et voilà. C'est vraiment de la médecine générale au sens noble du système. C'est très intéressant. Juste sur cette dernière diapo, et si tu veux présenter ça à l'ARS, intitule pas Parcours patient, un système où tout va vers l'hôpital. Ça, c'est pas possible. Ce serait le minimum. En plus, le maximum, ce serait de faire visualiser de façon forte les médecins généralistes qui sont pas marqués. Donc attention, hein, le parcours, c'est pas n'importe quoi. Là, tu présentes le fonctionnement de ton unité hospitalière tel que tu souhaites qu'elle fonctionne, mais c'est pas un parcours patient. D'accord. Alors, attention. Alors, je reviens aussi, c'est que la plupart n'ont pas de médecin généraliste. Mais et il faut qu'ils en aient. Et le problème, c'est que pour qu'un médecin généraliste accepte de les voir, c'est pas si simple que ça. Peu importe, alors, il faut qu'il figure. Il faut qu'il figure. On peut le mettre. C'est un objectif. Souci, hein, Vous étiez là Nina Villautrière, et donc on a fait une enquête auprès des médecins généralistes du territoire pour savoir, en tout cas chez les enfants, c'est votre rôle en plus. Hier, en disant que tous n'avaient pas effectivement de médecins généralistes, mais qu'il y avait un certain nombre de médecins généralistes pédiatres, libéraux, qui suivaient les enfants autistes et les enfants. dans un rythme qui semblait satisfaisant et sans rencontrer de difficultés particulières. Donc, là, on parle oui. Donc, la question du parcours, c'est ça. La question du parcours, c'est d'identifier dans le territoire un certain nombre de compétences et d'appuyer sur elles. Peut-être que tous les médecins ne le feront pas, mais certains pourront le faire. Le rôle des médecins somaticiens hospitaliers, souvent, est marqué dans les soins somatiques, parce que c'est la même question pour les soins somatiques aux personnes handicapées psychiques. Ou déficitaires ou ayant des handicaps pour Poincaré en particulier. Le rôle du médecin somaticien, c'est de coordonner les soins et d'aller joindre ceux qui pourront le faire dans le réseau ville-hôpital. Donc tout ça, c'est pareil pour les maladies chroniques. Donc c'est très important de faire tourner les flèches dans l'autre sens et de marquer surtout la médecine de ville. Pas de souci, ça je peux faire. Alors, sauf que tu peux le faire, mais que ça implique des choses.
Ce que je veux dire, c'est que je pense que le genre de fonctionnement que tu proposes permettra probablement aux médecins généralistes de prendre ces patients avec plus de confiance. Tout à fait. C'est-à-dire que s'ils sont en difficulté, ils savent qu'il y a un relais à l'hôpital, même pour le soin courant quasiment, que eux ne pourront plus assurer pour des raisons notamment de troubles du comportement dans leur cabinet. Donc si tu fais pas en préalable un lien fort entre la médecine de premier recours et le soin somatique, ta proposition n'a juste pas complètement de sens, parce que ça va faire un appel d'offres qui va exclure le premier recours, parce que tout le monde va adresser à et que donc à terme ça ne sera pas gérable. Donc ça ne peut que s'accompagner pour se développer d'une vraie action que vous devez avoir avec les médecins généralistes du territoire, qui seront le premier recours. Et alors, pour compléter complètement, ce qu'on est en train de voir avec Étampes, donc autant l'inscrire directement dans le projet, c'est de compléter ces lieux recours quand même, par de la télémédecine, de façon, d'une part, à limiter les déplacements des familles et des patients. C'est beaucoup sollicité par les familles. 3 rendez-vous avant le bilan, c'est pas acceptable pour les familles. C'est peut-être nécessaire d'un point de vue médical, c'est pas acceptable facilement pour les familles et pour les IME qui accompagnent. Et donc, pouvoir travailler avec les équipes qui connaissent le patient, connaître aussi leurs habitudes et tout ça se fait par télémédecine en évitant de faire venir le patient. Même pour les habituer un petit peu, il faut en faire plus que de les faire venir une fois, donc ça doit être relayé par les équipes qui ont en charge les patients. Donc, et en plus, il y a des crédits sur la télémédecine. Donc, ce serait tout à fait intéressant de lier ça au projet télémédecine. Dernier point pour être plus dans le parcours, puisque là on a parlé de l'aval, parlons de l'amont. Je crois qu'il est important dans le projet même de faire figurer les conventions et les modalités de fonctionnement avec les centres recours pour des examens plus spécialisés, notamment avec Versailles, et des modalités de fonctionnement de ces conventionnements, et que ce soit au préalable discuté, travaillé avec les hôpitaux. Ce qui là fera qu'il y aura le travail d'amont, le travail d'aval, que tout est ficelé et qui montre que c'est à un moment particulier que vous intervenez, sans vous substituer ni aux centres plus spécialisés, ni à la médecine de premier recours. Sinon, ça affaiblit beaucoup le projet. C'est des questions. Pour se mettre en place. Tu as une idée du timing C'est-à-dire quand est-ce que tu voudrais le mettre en place? Je peux le mettre en place demain si j'ai les moyens, pas de souci. D'accord. Donc là, pour l'instant, c'est au niveau projet. Actuellement, on fait de temps en temps, pour certains, on le fait un petit peu pour certains patients compliqués, où on le prend en hôpital de jour avec Cécile, c'était Eliane Perrault qui faisait pas mal. Donc on le fait déjà, minima, pour quelques patients, pour les patients qui sont dans notre file active, sur les CMP, enfin on travaille beaucoup avec les médico-sociales qui ont eux déjà effectivement ce que tu évoquais, leur médecin généraliste. Donc c'est les médecins généralistes des masses ou qui viennent dans les IME, etc., qui nous adressent les patients. Par exemple, les IME, c'est le médecin de l'IME qui nous adresse les patients, ou le médecin des structures médico-sociales, qui, puisqu'ils sont déjà dans le truc médico-social, nous adresse les patients pour bilan. C'est souvent comme ça. Quelle est la proportion d'actes que tu fais sous anesthésie générale, sans anesthésie et sous méopa? Et est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper les actes lourds qui se font sous anesthésie générale, faire une sorte de batterie finalement, scanner, électroencéphalogramme, potentiel évoqué, etc. Alors, les potentiels évoqués, on ne fait pas, parce qu'on n'a pour l'instant pas besoin. On fait très peu d'actes sous AG. Les principaux actes qu'on fait sous AG, c'est les soins dentaires. Et dans ce cas-là, on travaille avec Versailles, Viala. On a l'habitude de travailler avec lui, il n'y a pas de souci. Scanner, on en fait de temps en temps, mais on cherche quelqu'un qui veut bien les faire. Garche. Sinon, l'idée, c'est de le développer à la GMS, puisqu'on devrait avoir un scanner.
Ça facilitera les choses. Il y a des patients, on peut les faire sans âger. Hein. Notamment, il y a des techniques qu'on essaye d'avoir matériel, comme par exemple le papous board, enfant ou adulte, permet de faire même des IRM, puisqu'il est magnétique ce système, ce qui permet de le faire rapidement, que le patient ne bouge pas trop. Les EEG, on n'a pas trop de soucis. Les EEG, on les fait jamais sous âgé. Et on y arrive, hein, les EEG. Une fois, des fois, quand ça pas une fois, on fait une autre fois. Et on y arrive. Au bout d'un moment, on y arrive. On arrive à les faire, les EEG. Les ECG, on n'a aucun problème. Les bilans, on y arrive aussi. Après, juste ajouter que avant d'avoir travaillé en hôpital, j'ai travaillé 8 ans en libéral. Je pense qu'une des problématiques dans l'autisme du médecin traitant, c'est que, par exemple, pour les personnes âgées, quand elles vieillissent, elles ont eu un médecin traitant au cours de leur vie, et quand elles basculent en maison de retraite, dans des structures d'accueil, très souvent le médecin traitant peut continuer à suivre la personne qu'elle connaissait déjà, et donc il est, lui, effectivement, dans le parcours intégré facilement. La sensation que j'ai eue quand je suis arrivée pour m'occuper de patients autistes, c'est qu'en fait, effectivement, ils avaient beaucoup été suivis dans des structures spécialisées liées à l'autisme, mais qu'effectivement, le médecin traitant n'avait pas été mis en place au cours du parcours. Et c'est certain que pour un médecin traitant, sur ce type de pathologie-là, plus on est mis tôt en place au sein du parcours, plus c'est aisé ensuite de suivre le patient. Donc je pense qu'effectivement, une des fonctions des structures accueillant des patients autistes, c'est assez rapidement de dire, que ce soit à la famille ou à la structure qui va prendre en charge l'enfant, intégrer un médecin traitant proche de chez vous. Allez le voir, même si c'est juste pour 5 minutes faire connaissance. C'est déjà vrai en pédiatrie avec les tout-petits. Hein. C'est vrai que les nourrissons, quand on les a vus, quand on les voit à 3 mois, 6 mois, 1 an, on les voit, on les examine plus facilement. Et c'est aussi vrai pour l'autiste. Et c'est vrai que j'ai été souvent très surprise que des IME, des MAS, enfin moi j'ai pas toujours les bons termes techniques, n'aient pas des contacts directs avec les médecins traitants dans leur ville, parce que ça simplifierait. Parfois le problème c'est juste une plaie et c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'une grande technicité pour soigner la plaie. Et c'est vrai que par exemple moi, à l'hôpital de semaine et nuit, quand l'enfant arrive et qu'il est déjà connu d'un médecin généraliste, je dis tout le temps aux parents, continuez d'aller voir le généraliste, je travaille avec le généraliste, il y a un des enfants de la HSN, c'est le médecin généraliste qui fait les modifications du traitement antiépileptique, c'est pas moi. Et je demande juste aux parents de faire une coordination, c'est-à-dire de nous donner l'ordonnance pour que nous on se coordonne avec lui. Ce n'est pas moi qui décide de modifier le traitement. Donc je pense que pour moi ça a été une des grandes différences, c'est que là penser à intégrer très tôt un médecin généraliste dans la prise en charge de l'enfant, parce que je pense que c'est des patients qui peuvent sortir complètement du système libéral. Voilà. Et qu'ensuite c'est très difficile pour nous, si moi de l'hôpital j'appelle un généraliste pour lui dire j'ai un patient autiste que je voudrais que vous preniez en charge, il va me dire mais il va me casser le cabinet, 2 je le connais pas, pourquoi ça tombe sur moi, 3 j'ai un IME sur mon territoire, alors vous allez m'envoyer tous ceux de l'IME, enfin voilà, je pense que c'est une question à poser aux familles. S'il y a déjà un médecin généraliste, même s'il est à 25 km, autant qu'on continue à avoir celui-là parce qu'il connaît le patient, et ensuite s'il n'y en a pas, faire ce travail-là d'envoyer les familles vers eux. Voilà.